si je ne me trompe pas, que tu es psychologue clinicienne, que tu es Mhm, auteur de bon nombre de livres, mais aussi de publications, mhm, que tu es une conférencière qui suscite beaucoup d'échanges sur la toile, mais aussi ailleurs, et que tu mhm, travailles bien évidemment avec des clients adultes, des familles et des jeunes. Voilà. mhm, mhm, mhm. Est-ce que c'est une présentation qui te convient et est-ce que tu veux bien nous en donner un tout petit peu plus parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Voilà. Ben, merci, c'est une très bonne introduction. Peut-être que je vais rajouter que je pratique l'approche narrative depuis le début des années 1990. Et donc, j'ai commencé à diriger un centre d'entraînement au narratif à peu près dans le milieu des années 90. Et je dirige un centre donc, qui entraîne des internes pendant 9 mois à faciliter le travail narratif dans les écoles. Et c'est ça. Et puis aussi, j'entraîne des agences au niveau national régulièrement ces temps-ci. J'ai une agence avec qui je travaille depuis 3 ans. Alors, je suis pas mal, comment on dit, immersed. Je suis pas mal, je baigne dans le narratif, si c'est une bonne expression. Immergé. Je suis aussi québécoise, alors de temps en temps, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous paraître étrange et ne vous gênez pas pour me demander de clarifier. Et ça me fera plaisir d'entendre une version francophone de, de ce que je dis. Alors, et ça me fait bien plaisir de me joindre à vous. Alors, est-ce que vous aviez eu une session, vous êtes en session depuis un certain temps déjà aujourd'hui? Alors depuis là et pour nous, il est 17h30, depuis 9h ce matin, enfin 9h30 ce matin. Ah, ok, ok. Donc, vous avez eu toute une journée. Voilà, on est en fin de journée, OK. on a eu le temps d'expérimenter et de vérifier un petit peu on va dire les conversations autour de déconstruction des normes, des croyances, voilà, principalement. Ah, OK, OK, ben, merci beaucoup. Alors, je pensais parler un petit peu de la réécriture aujourd'hui. Alors, c'est un thème que j'ai toujours beaucoup adoré de Michael White et de David Epstein. Quoique la traduction de l'anglais au français de réécriture, il y a un tout petit peu une perte de sens, hein, parce qu'en anglais, on dit reauthoring. Et donc, reauthoring, ça ne se limite pas à juste les mots, l'écriture et la langue. Ça inclut aussi l'expérience, les sens et plusieurs dimensions qui ne sont pas capturées au niveau cognitif par la langue. Et puis, alors c'est ça, moi, avant de nous lancer là-dedans, j'aimerais bien ça, savoir ce que les participants aiment de la réécriture et, ce qui, et comment vous comprenez, comment vous discutez de la réécriture en France. Comme ça, on va tous être sur la même longueur d'onde, on dirait au Québec. Je ne sais pas si vous dites ça en France, mais C'est euh, pareil, c'est sensiblement c'est pareil. pareil. OK. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, est-ce que certains d'entre vous veulent me partager avec moi comment vous voyez la réécriture? Alors moi, je vais juste prendre la parole 2 secondes pour te dire que nous avons aussi une autre laborantine avec nous dans cette formation qui s'appelle Marine, à OK. qui on a fait un grand coucou et elle est en train de réécrire, on va dire, son quotidien personnel elle vient de devenir maman. Ah, Donc, donc félicitations. elle nous rejoint prochainement, mais voilà, voilà. Dans la réécriture, tu vois, c'est aussi une manière de réécrire son quotidien que de vivre certains événements magiques. Ah oui, absolument. Absolument. J'ai moi-même 2 enfants et puis ça change vraiment beaucoup de nos perceptions quand on a des enfants. Alors, ben oui, merci bien pour ces introductions. Alors, qui voudrait me résumer un peu votre perspective de réécriture et comment vous comprenez la réécriture? Je veux bien prendre la parole. En fait, on n'a pas vraiment utilisé, je pense, ce mot-là, à moins que je me trompe.
On en a eu un très bel aperçu avec, mince, son nom m'échappe, notre marraine. Dina Scherer. Dina, Dina Scherer. Je suis en train de réécrire son nom. Et donc, voilà, elle nous expliquait que c'était de mettre en lumière l'histoire alternative de la personne, son histoire préférée, et comment rendre les gens auteurs de leur vie. Donc, je ne sais pas si ça signifie ça, la réécriture. Je ne sais pas trop ce que ça englobe. Oui, oui, c'est une très bonne description. Effectivement, la réécriture ou le reauthoring, ça implique remettre les gens en charge de diriger la vie qu'ils veulent mener, telle que déterminée par leurs valeurs. Alors, l'approche narrative est assez unique parmi toutes les approches en psychologie parce que nous focalisons beaucoup sur les valeurs que les gens veulent vivre dans leur vie. Et donc, on les met en évidence et on les aide à trouver des façons d'être plus congruents avec leurs valeurs. Et puis, peut-être qu'on va faire un petit exercice dans quelques minutes pour vous aider à avoir une compréhension personnelle de ça. Mais peut-être qu'on peut aussi rajouter le fait que les gens vivent des milliards d'événements dans leur vie. Vraiment beaucoup. Quand vous pensez à une journée, il y a des centaines et des centaines de petits événements qui se passent dans la journée. Et puis, dans tous ces événements-là, le cerveau, j'ai un petit cerveau ici, le cerveau, il réussit à interpréter et à donner un sens seulement à quelques-uns de ces événements-là. Parce que sinon, on serait saturé, il y aurait bien trop d'informations. Et donc, ce que la recherche nous indique, c'est qu'on donne un sens à ces événements basés sur notre histoire de vie qui a été construite au fil du temps par plusieurs personnes autour de nous et par ce à quoi on attribue de l'attention. Alors, une façon de montrer ça, j'ai une petite slide de PowerPoint ici, peut-être que je pourrais vous montrer. On peut partager, Marie-Nathalie, c'est OK. Oui, ouais, c'est ça. Je vais, OK, ici. J'ai quelques petites slides qui aident. Donc, les histoires de vie, c'est tout ce qu'on a vécu, à quoi on a donné un sens. Hein? Et puis, donc, une bonne façon de représenter la sélection, c'est avec ce schéma. Est-ce que vous avez déjà vu ce schéma? C'est un schéma très, très intéressant parce que tous les petits X, les étoiles en fait, représentent des événements dans notre vie. Alors, si vous prenez une journée, il y a plein d'événements. Il y a se lever, déjeuner, aller au boulot, interagir avec des gens et tout ça. Et dans toute notre journée, il va peut-être y avoir un ou deux événements qui vont ressortir auxquels on va donner un sens. Et puis, au fil du temps, on relie ces événements-là en une histoire. Et il y a certaines histoires qui relient les événements problématiques et d'autres histoires qui relient des événements qu'on apprécie, qu'on préfère, et d'autres histoires encore qui peuvent avoir un schisme. Comme vous voyez en haut, la ligne en rouge, elle a un schisme. Et donc ça, c'est souvent des histoires de traumatisme. Donc les gens, ils avaient une expérience d'eux-mêmes jusqu'à un événement spécifique. Et du coup, il y a un événement spécifique très intense qui leur est arrivé. Et après, ils se sentent complètement transformés d'une façon qu'ils n'aiment pas nécessairement, souvent qu'ils n'aiment pas du tout. Et il y a comment on dit, un discrepancy, différence. Une différence, ouais, j'imagine. Distorsion. Une distorsion, ouais, distorsion, différence dans leur expérience d'eux-mêmes. Alors, c'est ce qui contribue au traumatisme. Les gens restent coincés souvent. Ils n'arrivent pas à relier leur sens de l'identité avant et après l'événement. Et donc, aujourd'hui, je voudrais parler un peu plus de la réécriture et aussi
vous présenter des exemples de travail avec le traumatisme et aussi, si on a le temps, présenter un petit peu de travail avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, dans les écoles, on fait beaucoup de travail pour aider les enfants à devenir plus résilients et donc à les protéger des traumatismes et aussi à les aider à développer leurs relations sociales et émotionnelles. Alors, pour le moment, est-ce qu'il y a une question sur ce schéma? Non, non. Non? OK. C'est clair. Et puis, c'est ça. Et donc, peut-être je vais rajouter, pendant la pandémie donne un très, très bon exemple de changement de signification parce qu'avant la pandémie, si vous entendiez quelqu'un éternuer ou tousser pendant la journée, vous auriez complètement ignoré le fait. Le soir venu, vous ne vous seriez jamais rappelé que quelqu'un avait éternué à côté de vous ou même que vous-même auriez éternué. Tandis que maintenant, quand on entend quelqu'un éternuer, oh là là, on donne beaucoup de signification à ça. Du coup, les gens s'éloignent, deviennent nerveux, et le soir, on va peut-être y repenser, ou le lendemain matin, si on se réveille et on a la gorge qui gratte un petit peu, on va se dire, oh, j'étais à côté de quelqu'un qui a éternué hier, j'espère que je n'ai rien attrapé. Alors, c'est un changement de signification où, du coup, un événement qui ne voulait rien dire avant est maintenant très loadé, très saturé en signification. D'accord? OK. Alors, on va faire un petit exercice. Est-ce que tout le monde a un papier et un crayon? Oui. Oui. OK. Alors, je vais vous demander d'écrire 3 de vos propres histoires, mais juste comme quelques phrases là. Alors, la première chose que vous allez écrire, je vais vous dire les 3 d'un coup, puis après ça, vous donner un petit bloc de temps pour les faire. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est d'écrire 3 choses que vous avez faites dont vous avez honte, que vous n'êtes pas fier d'avoir fait, que vous regrettez peut-être d'avoir fait dans votre vie. Et souvent, aux États-Unis, en tout cas, c'est souvent des histoires d'adolescence que les gens ressortent. Mais je ne sais pas, en France, si les adolescents sont un petit peu plus en ligne avec les valeurs de leur famille et de la culture, mais enfin. Alors, 3 choses dont vous avez honte. Ensuite, vous allez écrire 3 choses dont vous êtes fier, que vous êtes fier d'avoir accompli dans votre vie. Et ensuite, vous allez écrire 3 choses qui représentent vos valeurs, qui représentent vraiment le genre de personne que vous avez envie d'être. 3 choses que vous avez faites. Et tout ça, c'est juste quelques mots. Hein? Ça peut être, j'ai fait des donations. J'avoue que j'ai fait beaucoup de donations contre président Trump dans les dernières années. Et je suis fière de ça. Alors, c'est un tout petit truc qu'on partage. Mais vous n'allez pas le partager avec le groupe. Hein? N'ayez crainte, je ne vais pas vous demander de partager le contenu de vos observations. Donc, pour le moment, écrivez 3 fois 3 choses. Ça va me permettre de boire mon thé.
Alors, quand vous avez écrit donc 3 fois 3 choses, écrivez une phrase sur comment est-ce que quelqu'un aurait pu percevoir votre identité, quelqu'un qui ne sait seulement ces 3 choses dans chaque catégorie. Donc, j'explique ça un peu mieux. Donc, si quelqu'un avait connu seulement les 3 choses dont vous avez honte, quelle aurait été l'histoire qu'ils auraient eue de qui vous êtes? Hein? Et donc, un bon exemple de ça, ici dans nos écoles, parfois les enfants sont référés à notre programme et les instituteurs, institutrices, les maîtres, je crois, vous dites, ils écrivent en général 2, 3 phrases et souvent ils vont dire l'étudiant a volé à la cafétéria, l'étudiant a poussé son camarade à la récréation et l'étudiant n'arrête pas de me crier après en classe, d'être impoli en classe. Et donc, on reçoit des références avec de telles descriptions. Alors, ça nous donne, on commence déjà, donc mes internes peuvent être vulnérables à commencer déjà à percevoir l'enfant d'une certaine façon, avoir une histoire sur qui est cet enfant. Alors, essayez d'appliquer ce processus à vous-même. Si quelqu'un avait seulement connu ces 3 choses-là dont vous avez honte sur vous, quelle est l'histoire qu'ils auraient eue de vous? Donc, 1 ou 2 phrases. Et la même chose avec 3 choses dont vous êtes fiers. Si vous êtes introduit à quelqu'un et que vous êtes introduit seulement basé sur 3 grandes choses spectaculaires que vous avez faites, quelle est l'histoire que la personne aura de vous? Et ensuite, la dernière histoire, ça serait sur 3 choses qui représentent vos valeurs. Si quelqu'un sait seulement les 3 choses qui représentent vos valeurs, quelle sera l'histoire qu'ils auront de vous? C'est peut-être affreux. encore une dernière minute, peut-être? C'est affreux. C'est horrible. Cette première catégorie-là, c'est horrible, l'histoire. Oui, effectivement, c'est horrible. Hein? Oui. Est-ce que le processus de référence se passe comme ça en France aussi? Oui. Donc, dans mon agence, on exige que les maîtres écrivent aussi ce qu'ils remarquent que l'enfant fait bien et les exemples de moments où ils ont des réussites pour contrebalancer ça. Beaucoup de nos interventions sont aussi avec les maîtres et la communauté et la famille. On ne travaille pas juste avec l'enfant tout seul. Sinon, on serait comme un saumon qui nage à contre-courant là. Ouais. OK. Donc qu'est-ce que vous observez? Alors, j'ai entendu une personne qui a dit que c'est horrible. Et quoi d'autre? Bien. C'est confortable et ça fait du bien quand on arrive à la 2e proposition et à la 3e. Ah, oui, hein? Bizarre. Absolument. Oui, c'est extraordinaire. Et donc, est-ce qu'il y en a une qui est plus confortable que l'autre? Parce que parfois, les 3 choses extraordinaires qu'on a accomplies ne nous représentent pas nécessairement super bien non plus. Oui, la vision est très étroite, finalement. Oui, absolument. La vision est très étroite. La vie des gens est très, très, très riche en tellement, tellement d'événements. Et une histoire simplifie vraiment beaucoup la richesse d'une vie.
Mhm. Alors, On a l'impression qu'on peut même avoir affaire à 3 personnes différentes, quoi. Exactement. absolument, ouais. 3 personnes différentes. Et, et une des raisons, c'est que le cerveau humain est très neuroplastique et il est façonné par toutes les interactions significatives. Meaningful, c'est significatif, je crois. Toutes les interactions meaningful, significatives qu'on a avec des gens laissent une trace dans notre cerveau humain et créent un répertoire extrêmement vaste de façons d'être. Et donc, souvent, dans ce que j'écris, je parle du fait qu'on a un menu de façons d'être dans notre cerveau, dans notre répertoire. Et c'est important d'aider les gens à distinguer dans ce répertoire quelles sont les histoires qui leur conviennent et avec lesquelles ils ou elles veulent se présenter dans le monde et interagir avec les gens, et quelles sont les histoires qui ne leur conviennent pas. Alors, si vous pensiez à peut-être une troisième question par rapport à cet exercice, qu'est-ce qui vous a permis à vous d'avoir votre histoire préférée, possiblement, dominer votre vie? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'histoire problématique qui a dominé votre vie? Essayez de réfléchir pour 1 minute à ça, parce que c'est un privilège. Et donc, une autre partie de cette question, c'est qu'est-ce qui a permis à l'histoire problème de ne pas dominer, qui a permis à l'histoire problème de s'amoindrir? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur observation? Moi, je crois que c'est l'amour des autres qui, en grande partie, aide. Et le regard des autres, et puis la recherche personnelle. Oui, le regard des autres. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que les autres voyaient plus que juste les problèmes dedans vous? Oui, quand on parle d'une relation où il y a de l'amour ou de l'amitié réelle, oui. Ce que les autres nous renvoient, quand c'est bienveillant, c'est extrêmement constructif, surtout à l'adolescence et à l'enfance. Il y a énormément de perméabilité, oui. Enfin, et même après, hein, mais c'est très constructif ou destructeur, à contrario, mais le regard de l'autre aide. Oui, souvent, on se voit, surtout les jeunes, on se voit au travers des yeux des autres. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de traduire cette phrase, mais c'est ça. Surtout les jeunes sont très, très vulnérables à l'image que les adultes leur renvoient d'eux-mêmes. Alors, et donc ce regard, si le regard de l'adulte est plus vaste et qu'il inclut tout plein de choses que l'enfant fait bien, ça a un impact très important. Si le regard de l'adulte focalise sur les problèmes et uniquement les problèmes, ben, ça a aussi un énorme impact sur l'enfant et l'enfant commence à se voir de cette façon-là et à vivre cette identité de problème. Okay. Est-ce que d'autres gens veulent partager ce qui leur a permis à eux d'amoindrir l'histoire problème?
Moi, je Qui a veux aussi... bien partager. Je dirais la même chose dans le même registre que Béatrice. Moi, j'ai mis d'autres mots. Je parlais d'estime de moi, mais sûrement grâce au regard positif des autres qu'on a porté sur moi. Donc, l'estime de moi, la confiance en moi, je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir accès à mon histoire préférée. Oui, et comment est-ce qu'elle a été construite, cette estime? Mais je pense vraiment avec le regard, quand j'étais enfant, le regard posé sur moi, plein de... Oh là là, je trouve pas de... Le mot qui me vient, il est trop fort, je n'ose pas le dire. De confiance dans mes capacités. Donc, vraiment de la confiance, en fait. Ouais. Oui, il y avait une autre personne qui voulait parler. Ensuite, j'ai rajouté quelque chose. Merci. Oui, je voulais rajouter aussi peut-être, pour moi, ce qui a permis d'amoindrir l'histoire problème, c'est le travail personnel et probablement, à un moment donné, dans ce travail personnel, la compassion pour soi-même. Oui, la compassion pour soi-même. Et pour avoir de la compassion pour toi-même, est-ce que ton regard portait sur une vue d'ensemble plus vaste de ta vie? De ma vie et probablement de la vie des êtres humains, c'est-à-dire pas seulement la mienne finalement. Oui, et donc est-ce qu'il y aurait comme une validation qu'il y a beaucoup de gens qui ont certaines difficultés et puis et que chaque personne, les gens font toujours du mieux qu'ils peuvent avec les défis de leur vie. Et les parents, c'est la même chose. Les parents, ils font toujours du mieux qu'ils peuvent, même si des fois, ils ont des effets négatifs sur leurs enfants. Leur intention était quand même bonne. Alors, c'est un regard plus vaste sur la complexité de ce qui se passe. Oui. Oui, la condition humaine, je crois aussi. Oui. OK. C'est ça, oui. Alors, donc, si on revient au schéma, on peut voir que, par exemple, la ligne bleue dans le milieu pourrait représenter une forme de réécriture qui relie une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle compréhension de soi-même et qui focalise sur d'autres choix qui ont été faits dans la vie, qui focalise sur d'autres choix. Donc, peut-être qu'on a fait un mauvais choix à un moment donné, mais on a aussi fait beaucoup d'autres bons choix et de mettre les autres bons choix en lumière. Et généralement, donc cette ligne bleue qui représente une histoire préférée aura été vue par les autres. Elle aura été vue et validée par les autres. Et dans le processus de reauthoring, de réécriture, donc la ligne en bas qui est noire devient pointillée. Si c'était la ligne de problème, avant, la ligne noire était pleine, était solide, on lui donnait beaucoup de crédibilité et au fur et à mesure du travail narratif, on commence à estomper le pouvoir de cette histoire et aussi, en termes du cerveau, on commence à réduire le pouvoir de l'histoire de générer des émotions intenses et des croyances particulières. OK? Alors, souvent, ce qui donne, d'un point de vue scientifique, ce qui donne beaucoup de pouvoir aux histoires, c'est définitivement l'amour des autres et la compassion, mais aussi l'attention qui est donnée, à certains événements. Alors, les autres peuvent vous donner de l'amour en quelque part et de la compassion parce qu'ils voient certains choix que vous faites ailleurs. Ils vont peut-être voir que vous êtes très, très généreux ou que vous êtes très gentil avec le petit frère ou la petite sœur, ou ils vont voir une vue d'ensemble de vous et ils vont donner de l'attention à vos choix, à des choix qui sont congruents avec votre identité préférée. Et au niveau de l'encodage dans le cerveau, l'attention à quelque chose est très, très puissant.
Un autre facteur qui donne beaucoup de poids, c'est la signification, donc le meaning. Donc, j'ai donné un exemple de ça avec les éternuements plus tôt. Mais dans la vie d'un enfant, si par exemple, comme par exemple un scénario classique, c'est le père qui rentre à la maison le soir après une journée de travail et la mère qui raconte au père ce qui s'est passé pendant la journée ou ce que les enfants ont fait dans les dernières heures. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe en France aussi? Oui. Alors, dans ce processus-là, ou bien le contraire, hein, des fois, c'est les pères qui sont à la maison et les mères qui travaillent. Et donc le père qui revient à la maison le soir, le plus tard en fait, reçoit souvent un compte-rendu de ce que l'enfant a fait. Et ce compte-rendu donne une signification à certains événements. Donc, le parent qui était avec l'enfant peut dire, ben, notre fils, aujourd'hui, il a tout rangé sa chambre et son maître a dit qu'il a tellement bien prêté attention à l'école aujourd'hui qu'il était un enfant modèle. Alors, le parent peut dire ça au parent qui revient ou il peut dire, ben là, j'en ai ras-le-bol, il vient de faire une scène de larmes parce qu'il ne voulait pas aller dans le bain. Et puis, c'est ton tour de t'en occuper. Alors, au travers de ce récit, il y a certains événements qui sont mis en lumière et d'autres non. Et ça contribue à influencer la relation parent-enfant et ça contribue à l'identité que l'enfant développe de lui-même. Donc, la signification qui est donnée aux événements. Un autre facteur, c'est la répétition, mais pas toujours. Alors, ici, en tout cas, le matin, quand c'est l'heure, ben, avant la pandémie, quand c'était l'heure de partir à l'école, il y a beaucoup de parents qui, qui voient leurs enfants oublier quelque chose, un manteau, une boîte à lunch ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez des autobus scolaires en France? Ils ne sont probablement pas comme ça, hein? Il y en a aussi, oui, mais pas avec des remorques comme ça, non. Non, non, c'est ça. Mais ici non plus, ils n'ont pas des remorques. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient bien ça, que les autobus scolaires aient des remorques. Alors, même si on répète aux enfants, oublie pas ton manteau, oublie pas ta veste, ben, ils vont l'oublier pareil parce que la mémoire des enfants, elle est juste très différente de la nôtre. Elle ne fonctionne pas du tout pareil que la mémoire des adolescents. Et donc, même si on le répète sans arrêt, ils vont pas s'en rappeler. Donc, la répétition est un facteur important, mais quand c'est de la répétition de choses qui sont encore meaningful, qui ont une signification. Alors, pour l'enfant, oublier sa veste, ben, il s'en fout peut-être, hein, parce que les enfants ont tendance à avoir un peu moins froid que les adultes, alors ça leur importe peu. Et puis manger, ben, c'est la même chose. Ici, il y a plein d'enfants qui oublient de manger leur lunch, ils aiment bien mieux aller jouer. Alors, ça leur importe peu, mais c'est important pour les parents. Mais par contre, quand une histoire sur l'enfant est répétée, ça, c'est vraiment important pour eux. Ça, ils le ressentent vraiment en profondeur. Alors, la répétition, c'est quelque chose qui, des fois, a de l'importance et des fois non. Et c'est pour ça que dans le travail narratif, on vise aussi à répéter les histoires préférées, les événements que les gens ont choisi de faire qui sont congruents avec l'identité qu'ils veulent avoir. Pardonnez-moi, je peux poser une question? Ah oui, absolument. Vous pouvez toujours poser des questions. Parce que j'étais justement chercher mon fils et depuis le début de la semaine, il oublie ses affaires et moi, je suis agacée. Et du coup, je n'ai pas compris finalement ce que je dois faire parce qu'il oublie un truc par jour. Et moi, ça m'énerve, mais ça n'a pas l'air de trop l'énerver. Mais je n'ai pas compris l'idée de la répétition, en fait, comment je dois le transformer. Ben, finalement, ce que je disais, c'est que la mémoire des enfants est très, très différente de celle des adultes. Et puis, et la seule façon que la répétition aide, c'est si ça a un sens, si ça a une signification, qu'il connecte à une valeur, pas une valeur personnelle, mais qu'il connecte ça
c'est quoi le mot que je veux dire? Que ça matter pour eux, que ça... Ça prenne sens, que ça que ait ça prenne du sens, ouais. Alors peut-être comme... Pardon? Que ça soit important pour lui ou pour elle. Oui, c'est ça. Faut peut-être avoir des discussions sur mais qu'est-ce qui se passe quand on oublie le manteau. Mais aussi, des fois, les enfants sont juste pleins de vie et puis pleins d'énergie. Et puis, peu importe ce qu'on fait, ils ne vont pas s'en rappeler. Il faut faire confiance qu'à un moment donné, un moment donné, ça va se mettre en place ou avoir des petits trucs d'un petit élastique au poignet ou un petit papier dans la poche qui rappellent des choses pendant que l'enfant apprend à développer ses habitudes. Alors, ouais. Je pense que pour le moment, je vais juste dire bon courage. et puis aussi d'avoir des conversations sur quand ils s'en rappellent. Hein? Quand ils s'en rappellent, qu'est-ce qui les a aidés à se rappeler? Alors, et merci pour la question. OK, alors l'autre facteur qui contribue beaucoup à ce que les histoires préférées soient encodées, c'est les émotions. Alors, toutes les nouvelles recherches sur le cerveau démontrent bien que ce sont les émotions, les expériences affectives qui dominent dans le cerveau. Alors, à un point tel que quand les enfants ou les adultes ont des expériences émotionnelles intenses, comme par exemple la colère ou l'anxiété, le flot sanguin change dans le cerveau. Et donc, en particulier avec la colère, il y a presque beaucoup moins de sang au niveau du lobe frontal qui est associé à la réflexion logique, à la compréhension, à la mémoire de leçons, par exemple, la mémoire de choses qu'on nous a enseignées. Et tout le sang est redirigé plus vers les bras et les jambes pour courir ou se battre ou crier. Et donc, les émotions ont un très grand impact. Alors, quand on enseigne une leçon intellectuelle aux enfants, comme par exemple, je ne sais pas, la prochaine fois que tu te disputes avec ton ami, rappelle-toi de juste t'éloigner. Mais c'est une leçon intellectuelle et ça ne va probablement pas rester si l'enfant a un épisode de colère extrêmement intense. Alors, les émotions sont vraiment les conducteurs de là où la personne est capable de focaliser et de prendre des décisions. Alors donc, ça rend extrêmement important d'intégrer des émotions dans les histoires préférées. Et ça fait partie de mon travail probablement les 10 dernières années. Mon travail est encore extrêmement narratif, mais j'ai développé toutes sortes de façons d'intégrer des questions qui portent plus sur les émotions pour intensifier l'identité préférée pour qu'elle soit plus disponible pour les gens quand ils font face à des situations difficiles. Mais je n'aurai pas le temps de parler tant que ça de ce sujet aujourd'hui, mais je vais juste le mentionner comme ça. Peut-être la dernière chose que je vais dire, c'est que les émotions négatives dans le cerveau voyagent 5 fois plus vite que les émotions neutres ou positives. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important d'essayer de développer un moi préféré qui a une expérience intense au niveau affectif. OK. Alors, ce que je vais dire, c'est que les clients, souvent, ils deviennent coincés dans des émotions négatives. Hein? Alors, souvent, je représente ça par une expérience d'être un prisonnier d'une expérience émotionnelle. J'ai mon chandail de prisonnier ici. Je ne sais pas si en France, les gens portent des chandails rayés comme ça, mais historiquement, ici aux États-Unis, au Canada, les gens portaient des chandails comme ça. Alors, c'était un symbole d'être prisonnier. Alors, si on représente dans le cerveau, par exemple, la colère serait très puissante, très, très puissante. La colère associée à l'histoire problématique irait beaucoup plus vite dans le cerveau, aurait beaucoup plus de connexions neuronales et aurait des réactions beaucoup plus rapides que, par exemple, l'autre histoire de soi, qui serait une histoire d'être patient, par exemple, d'aller plus lentement, de prendre le temps d'écouter. Donc, cette autre version de soi existe. Elle est bel et bien là dans le cerveau, mais elle est
pas aussi dominante que l'histoire problématique de la colère. Et donc, à chaque fois qu'un enfant ou un adulte vit le problème, l'histoire du problème, à chaque fois que c'est vécu, ça renforce ce network, Réseau. ce réseau de connexion neuronale. Et à chaque fois que l'identité préférée est vécue, est remarquée, et donnée de l'attention et de l'amour et des émotions, c'est l'autre qui devient renforcé. Alors, c'est vraiment important de prêter attention à ça et de comprendre que parfois les gens, ils ne réussissent pas nécessairement à faire les choix, surtout les enfants. Surtout les enfants, ils deviennent vraiment, vraiment coincés. Et donc, une façon de représenter l'activation du cerveau, c'est que sous les émotions négatives, c'est vraiment un tout petit endroit dans le cerveau, le système limbique, qui est activé, qui rend la vision focalisée sur quelque chose de très étroit. Et je t'avais dit de ne pas prendre ma photo. Ah! Oh, je suis désolée, je n'ai pas réussi à résister à la tentation. Et puis, mais regarde, j'ai aussi pris une autre photo de toi, l'autre à côté, à ton meilleur. Donc, dans les émotions positives, avec le beau sourire et tout, le cerveau est optimisé, quoi. Alors, la circulation sanguine est optimisée, il y a une harmonie qui se crée dans le corps, et cette harmonie équilibre les battements de cœur, la respiration, le tonus musculaire, tout ça, et la personne est optimisée. Donc, il y a beaucoup même de recherches avec ça sur les performances athlétiques ou sur la compétition ou sur les grands artistes ou toutes les gens qui réussissent à fonctionner harmonieusement et être le meilleur d'eux-mêmes. C'est souvent qui sont dans un état qu'on appellerait de flow en anglais, je ne sais pas comment ça a été traduit, ou bien un état d'identité préférée qui est concentré. Alors est-ce qu'il y a des questions sur ce segment? Et je vois le temps passe très, très vite. Hein? Non? Pas de questions? OK. Encore une fois, gênez-vous pas hein, pour poser des questions. Je pense que je vais arrêter ça pour le moment. OK. Alors, voyons voir. Je ne sais pas si je ne vais pas avoir le temps de parler de tout. Peut-être que je vais juste... Je ne sais pas si je vais parler du traumatisme. Non. Je ne vais peut-être pas embarquer trop dans le traumatisme pour le moment. Oui, peut-être je vais mentionner un petit peu. Je vais mentionner un petit peu sur le traumatisme et puis ensuite on parlera des enfants. Alors, dans une situation de traumatisme, les gens deviennent vraiment coincés dans leur histoire négative. Par exemple, je vais raconter l'histoire d'une jeune fille qui est venue me consulter, qui avait 18 ans et qui avait été qui était référée pour des problèmes d'anxiété. Et donc, sa mère était inquiète parce qu'elle refusait de sortir de la maison, elle ne voulait pas aller à l'école, elle était nerveuse de marcher dans les corridors, elle refusait même d'aller à l'épicerie et de faire plein de choses qu'auparavant, elle aimait beaucoup. Et donc, la mère était très inquiète de ses problèmes d'anxiété. Et donc, quand j'ai commencé à parler à la jeune fille de l'anxiété, donc j'ai externalisé nervosité parce que c'était le mot qu'elle utilisait pour décrire son expérience. Et donc, on a passé la première moitié de la session à discuter de l'effet de la nervosité. Hein? La carte, le Statement of Position Map, en français, ça serait traduit par, je ne sais pas. C'est ce qu'on fait demain, en fait, c'est l'externalisation du problème. La carte de l'externalisation. La carte de l'externalisation. Donc, la première chose, c'est qu'on choisit une externalisation. Généralement, c'est un mot que le client utilise. Et moi, j'ai tendance à utiliser donc plus les mots émotionnels, parce que souvent, il y a plusieurs mots qu'ils utilisent pour décrire. Et les mots émotionnels semblent capturer plus l'expérience viscérale des gens. Et puis, donc, on a externalisé, on a fait la carte des effets. Et puis, à un moment donné, j'ai demandé, mais ça a commencé quand, cette nervosité? Et là, du coup, toute la conversation a changé et la jeune fille s'est mise à discuter que ça avait commencé quand son ancien chum,
OK. Son ancien chum avait commencé à vouloir faire des attouchements avec elle et qu'ils étaient dans un sous-sol et qu'elle se sentait coincée et puis qu'elle n'avait pas su dire non. Alors, j'ai assez rapidement demandé est-ce qu'il a réussi à faire tout ce qu'il voulait faire? Et puis elle m'a dit non, je l'ai empêché. Mais je suis quand même un loser et je ne suis pas capable de me défendre. Et je ne sais pas que je serai aussi chanceuse de m'en sortir la prochaine fois. Et donc, c'était très intéressant parce qu'en quelque part, elle me donnait les deux histoires. Hein? L'histoire qu'elle a réussi à s'en sortir et l'histoire qu'elle s'est sentie coincée dans ce sous-sol. Mais pour elle, l'histoire auquel elle donnait plus de sens, c'est l'histoire qu'elle était coincée dans le sous-sol. Et c'est ça qui dominait son identité d'elle-même. Et donc, après ça, c'était tout un processus conversationnel pour l'aider à donner plus de signification au fait qu'elle ait réussi à s'en sortir et un peu moins de signification au fait qu'elle se sentait coincée. Et donc, pour faire ça, il fallait vraiment souligner et mettre lumière sur tous les choix qu'elle avait faits dans ce sous-sol pour se tirer d'affaire et mettre en perspective le fait qu'elle se soit sentie coincée, comme par exemple la déconstruction culturelle, que les jeunes filles sont souvent, comment dirais-je, sont souvent programmées par la culture, de par les médias, à, 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 à se soumettre à des avances, même si elles ne sont pas intéressées. Alors, tout déconstruire ça. Et donc, quelle est de la perspective là-dessus? Et mettre en lumière, comme par exemple, je lui demande, mais combien de fois est-ce qu'elle l'a repoussé? Combien de fois est-ce qu'elle a dit non? Parce que dans une situation de traumatisme, le cerveau focus énormément sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Pour survivre, c'est très, très important de vraiment focaliser sur ce que l'agresseur ou le malfaiteur ou je ne sais pas quel mot utiliser là, mais ce qu'il est en train de faire pour répondre à ça. Et donc, dans le processus, le cerveau n'a pas d'énergie ou à dépenser sur comment bien intégrer ce qui se passe à l'intérieur de nous et tous les choix et les réflexions et les calculs qu'on fait. Et donc, tout ça, ça reste dans l'ombre facilement et c'est même storé différemment. Ce n'est pas storé dans une mémoire explicite utilisable, c'est storé différemment. Alors, une grande partie du travail, c'est de changer, de shifter ce focus et de mettre d'autres événements en lumière. D'accord? OK. Alors, et donc, si je vais avec le travail avec les jeunes, en quelque part, avec les jeunes, j'essaye de faire de la prévention, de créer de la résilience à l'avance pour les protéger de traumatisme et pour les aider à donner plus de sens aux choix qu'ils font, qui sont souvent invisibles à eux-mêmes et aux maîtres dans les écoles. Alors, souvent, quand je fais des trainings dans les écoles, je vais vous montrer une slide ici. Je vais essayer. Ouais. Souvent, quand je fais des trainings dans les écoles, je vais utiliser ce cartoon que j'ai fait faire. Et même avec les enfants, c'est un cartoon qui est utile, où l'enfant, par exemple, a la tentation de dire à son ami toutes sortes de mauvais mots, là, toutes sortes d'insultes. Il y en a 5 qui viennent à son cerveau, mais il les élimine tous et il en dit juste un. Mais l'adulte focalise sur le seul et unique mot qui a été dit. Alors, avec les enfants, dans le processus de rendre leurs efforts visibles, j'essaye de vraiment les aider à se rendre compte, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Quels sont les efforts que tu as faits? Quels sont les mots que tu aurais pu dire que tu n'as pas dit? Comment tu as réussi à ne pas dire ces mots-là? Qu'est-ce que tu t'es rappelé dans cette situation-là qui t'a aidé à faire des choix différents et à contenir une partie du problème? Alors, c'est encore une fois mettre en lumière les pensées qui étaient en ligne avec les valeurs et le moi préféré.
et donner un peu moins d'importance au reste. Excusez-moi, est-ce que c'est ça que vous appelez la résilience? Ah, ben, la résilience, ici en tout cas, c'est l'habilité de faire face à des difficultés, des défis, et être capable de passer par-dessus plus facilement, de ne pas rester coincé. Et c'est ça le travail c'est ça l'exemple que vous nous donnez ou bien c'est autre chose? Ben, la résilience, ça serait une qualité. Ça serait une qualité parmi beaucoup d'autres que les gens peuvent développer. Donc, les gens qui ont surmonté beaucoup d'obstacles dans leur vie, qui ont passé par-dessus et qui en sont devenus plus forts. Ici, on utiliserait le mot qu'ils ont développé de la résilience. Est-ce que peut-être que je... Et si, c'est ça, Marie-Nathalie. On dit aussi que parfois, c'est bien comprendre la situation, comment dire, la comprendre suffisamment bien pour être capable de la vivre plus confortablement désormais. C'est pas uniquement, enfin, c'est pas l'accepter, mais c'est voilà, c'est mieux la comprendre et mieux la vivre aussi. Donc, c'est la vivre en mettant en lumière les compétences, en mettant en lumière qu'on est capable de passer par-dessus cette situation et de mettre en lumière les situations passées, dans le passé, par-dessus lesquelles on a passé. Et puis, on en ressort plus fort finalement, on en ressort avec des habiletés, plutôt que de devenir coincé et de devenir prisonnier de difficultés de la vie. Et tu parlais de résistance, c'est souvent ça, c'est de s'apercevoir qu'on a parfois des compétences, parfois oubliées, et qu'aujourd'hui, en se reconnectant avec ces compétences, c'est même parfois certaines valeurs, eh bien, ça nous permet peut-être d'être dans cette résilience. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Béatrice, ça te va comme... Oui, c'est gentil, merci. OK. Alors, je vais vous montrer, il va falloir terminer bientôt parce que j'ai un meeting à 9h30, mais je vais vous montrer, j'ai fait une étude à un moment donné dans le programme, dans nos écoles avec les internes. On a examiné, on a fait, en fait, la plus grosse étude narrative qui a jamais été faite. On a étudié 800 histoires, 835 histoires de 353 enfants qu'on a divisé dans un groupe de contrôle qui ne recevait pas l'approche narrative, qui recevait rien du tout, et un groupe d'enfants qui recevait 8 semaines en moyenne de conversations narratives dans leur classe, dans leur groupe. Et ces conversations narratives-là focalisaient spécifiquement sur leurs efforts et leurs succès. Les moments où ils réussissaient à contrôler leur colère, par exemple, ou contrôler leur frustration ou leur chagrin et qui faisaient des choix congruents avec leur moi préféré. Et on a regardé quels étaient les faits sur différentes variables. Donc le self-awareness. Self-awareness, est-ce que c'est bien conscience de soi en français? Self-awareness. Alors, vous pouvez voir comment est-ce que le self-awareness des étudiants dans le groupe de contrôle est resté assez stable. Le self-awareness, la conscience de soi des enfants dans le narratif a énormément augmenté. Je pense que l'écran n'est pas partagé. Il y a peut-être un partage de slides. Vraiment? Vous ne voyez pas ces slides-là? Non, on n'a pas vu la BD. OK, je ne savais pas. Bon. Alors, on va recommencer ça. Est-ce que là, vous le voyez? Oui. Ah, OK. Alors, donc, on va dire la conscience de soi. Donc, elle est assez stable pour le groupe qui ne reçoit pas le narratif. Celle pour les enfants qui ont participé à monter en flèche. Ils sont devenus très, très self-aware, hein, très, très conscients de ce qui se passait à l'intérieur de leur tête. Ça, c'est la conscience des autres. Donc, le programme développe énormément l'empathie. On a toute une série d'activités, d'exercices amusants qui leur permet d'imaginer ce qui se passe dans les souliers des autres. Alors, comme vous le voyez, ça a vraiment augmenté de façon beaucoup plus prononcée que ce qu'on s'attendait.
Les compétences relationnelles, donc l'habilité des enfants d'éviter les conflits et de ne pas escalader les conflits, mais plutôt de faire des choix qui réduisent les conflits avec leurs camarades, a aussi augmenté. Et l'habilité d'être responsable. Donc, quand quelqu'un souffre, par exemple, d'aller les aider a énormément augmenté aussi. Alors, on était vraiment ravis de ces résultats et puis aussi ravis de montrer au monde entier que l'approche narrative, ça donne des résultats, ça donne des vrais résultats et c'était très excitant. Alors, mais c'est ça, je dois terminer. Ça m'aura fait vraiment plaisir de passer tout ce temps avec vous. Et puis, j'ai commencé les derniers mois à faire des petites vidéos parce que en fait, c'est mes éditeurs de livres qui m'ont demandé de poster des introductions sur YouTube. Et récemment, il y en a un qui a été traduit en français. Alors, je ne sais pas, Jean-Marc, est-ce que c'est facile pour toi de le faire jouer? Oui, oui, tout à fait. Alors, attends, il faut que je... Marie-Nathalie, il y a des livres aussi, tu nous enverras les références de tes livres pour... Oui, il y en a juste un qui a été traduit en français. Il y en a un sur la neurobiologie et puis je l'ai titré thérapie collaborative qu'est-ce que j'ai fait? Collaborative therapy, celui-là. Je l'ai titré thérapie collaborative parce que j'espère toujours que l'approche narrative peut se répandre. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le mot narratif. Alors, on les trouve en France, en Belgique, tes livres, ils sont ou sur Amazon. Certainement celui en français qui a été traduit en français sur lequel le vidéo porte. Vous avez la vidéo YouTube dont parle Marie-Nathalie dans le mode conversé. Oui. Vous pouvez... envoyé, hein, je leur avais envoyé. Voilà, mais vous l'avez de toute façon dans le mode conversé. Vous pouvez regarder cette vidéo. Et de toute façon, on se fera l'écho, Marie-Nathalie, des différentes publications dans le document que nous donnons à chaque fin de module pour que chacune et chacun ait accès à ce partage-là et puisse découvrir les travaux. D'accord, d'accord. Et j'ai publié beaucoup dans Journal of Systemic Therapy. Je ne sais pas si c'est un journal que vous recevez en France. Je pense que oui, en fait. Mais il y a, sur les émotions positives et tout ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin et c'est toujours chouette de découvrir des collègues francophones un peu partout dans le monde. Alors, je souhaite au groupe une très bonne aventure narrative. Vous êtes entre très bonnes mains avec vos charmants instructeurs. Et puis, c'est ça, au plaisir. Je te remercie. J'ai vraiment appris un truc incroyable, en tout cas, enfin, voilà, cette idée que le cerveau, quand il y a une agression, il n'a pas d'énergie, il n'a pas assez d'énergie pour regarder ce qui se passe à l'intérieur et qu'il y a des choses qui restent dans l'ombre, dans la manière dont la personne a résisté. Je trouve ça absolument passionnant. C'est la première fois que j'entends ça et waouh, ça m'ouvre vraiment des perspectives passionnantes à explorer. Ouais. Cet été, normalement, au mois de juin, mais il faudra voir avec la pandémie, hein, mais je fais plusieurs séminaires de 2-3 jours en Autriche sur ces sujets-là, donc sur mon intégration de la neurobiologie, de la positive psychology, de la psychologie positive et de la conscience de soi, mindfulness, donc l'intégration de ça dans l'approche narrative, en particulier pour répondre aux expériences émotionnelles intenses, que ce soit le traumatisme ou n'importe quelle expérience émotionnelle intense. Et puis, c'est ouvert au public, tout ça. Alors, si jamais je réussis à y aller... On se fera l'écho de tout ça, Marie-Nathalie, et sache que tu fais partie de notre Hall of Fame désormais avec cette vidéo-là. Voilà, donc on était honorés sincèrement de t'avoir. C'est un délice de t'entendre. C'est vrai qu'on aurait préféré être avec toi en présentiel parce que le distanciel, ça va 5 minutes. Mais voilà, j'espère qu'on pourra se rencontrer, on va dire, physiquement et plus virtuellement pour avoir la chance de continuer cet échange-là. Donc, merci énormément pour ta présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Trop charmante. Vraiment. C'est
c'est super. Ouais. Laura. S'il y a des questions, on se fera l'écho. Hein, s'il y a des choses Ouais. qui gratouillent, hein, je pense qu'elle répondra. L'étude qu'ils ont fait sur les enfants, ça serait intéressant de savoir s'il y a une étude similaire faite sur les adultes. Alors moi, je ne sais pas, mais il y a quand même un truc que je peux vous dire, c'est qu'elle a écrit un livre avec que des exercices sur les relations entre adultes, avec lequel j'ai pas mal travaillé et qui est super, qui s'appelle des exercices relationnels en groupe. Je ne crois pas que c'est traduit, mais... Tu pourras nous envoyer, Sylvie, s'il te plaît, si tu as, tu nous l'envoies par WhatsApp ou que je puisse le mettre dans la bibliographie, hein? Je l'ai dans ma bibliothèque, donc je vous ferai une photo. Ouais, s'il te plaît, comme ça, je le mettrai, si tu veux, dans le doc de fin de ce module-là pour que vous l'ayez toutes et tous. Hein? Mais enfin, vous l'avez compris, c'est une très très jeune praticienne, Marie-Nathalie, hein, elle vient juste d'être praticienne, donc elle n'a pas du tout d'expérience, et donc je pense que extraordinaire. Ce n'est pas du tout non plus instructif de lire ses travaux. Depuis 1990, quoi, ça veut dire que ça fait 30 ans. Enfin, oui, et puis elle a eu la chance de travailler directement avec Michael White et David Epstein, et elle continue aujourd'hui avec David Attenborough. Et donc, c'est grâce à votre marraine, d'ailleurs, Dina Scherer, que nous avons pu entrer en contact avec Marie-Nathalie. Voilà. Moi, ça m'intrigue aussi qu'elle aille faire des conférences en Autriche, parce que en Autriche, il y a beaucoup de choses qui se font sur la paix. Et je me demande si, en fait, elle n'est pas aussi liée à tous ces sujets parce que les traumas, ça fait beaucoup d'éléments où c'est plutôt un travail sur la construction de la paix, en fait. On va lui demander pourquoi l'Autriche. Ouais. Je vais lui envoyer, voilà, quand on la remercie, je vais lui demander pourquoi l'Autriche. Est-ce que c'était intéressant, cette super. Très intéressant. L'exercice est pas mal. Hein. L'exercice que je ne connaissais pas. Hein. L'exercice de trois choses. Je trouve qu'on voit bien le crescendo et on voit bien l'intérêt d'avoir l'équilibre entre une histoire qui peut être une histoire de problème ou une histoire qui nous domine ou qui nous malmène, et puis quelque chose que nous avons aussi. Et rétablir l'équilibre, voilà, c'est ça, redevenir auteur de sa vie, ou permettre à la personne de redevenir auteur. Ce qui est appelé réécriture par Marie-Nathalie, mais c'est super intéressant. Et aussi comment, quelle que soit l'expérience, il y a forcément des petites fines traces à aller tirer, hein, des petits moments d'exception. Cette jeune fille qui s'est défendue et qui n'a même pas pensé qu'elle s'est défendue, aller mettre ça en lumière et épaissir ça, c'est passionnant, quoi. C'est vraiment... Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, c'est le sujet de son article que tu nous avais transmis. Tout à fait. Oui. Absolument. Donc, on partagera les publications, etc., qui sont, on va dire, publiées en francophone, mais on vous donnera aussi certains liens en anglais si vous le souhaitez, hein, pour que vous ayez un panel un peu plus large. Voilà. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. J'ai une réunion qui commence. Tout le monde s'en va. On débriefera demain et on se retrouve demain à partir de 9h comme à l'habitude. 9h30 officiellement, c'est le même timing que d'habitude. On arrête demain à 17h30. Voilà, on reprend l'habitude. Merci énormément de nous avoir permis ce décalage-là. Voilà, et on vous dit à demain. Super, à demain. Bonne soirée. Bye bye. Jean-Marc, peux-tu rester une minute encore? Oui, bien sûr. J'ai réussi à rentrer sur la plateforme en passant par Internet Explorer. Par contre, c'est pas le code que tu nous as mis là, espace LND2 et puis. Alors attends, excuse-moi parce qu'il faut que je me remette sur le document parce que je ne connais pas tous les codes par cœur. Donc, voilà.